Il y a des matchs où Eden finissait et après on se retrouvait au fast-food. Eh, Zidane, il m'a serré la main. J'ai appelé mes potes. Zidane, il m'a serré la main. Il y a quelque chose qui nous attend en fin de saison. Je fais, mais arrête. Tu parles pas de dis champion là. Il me dit, je te jure, tu prends goût aux victoires. Tu prends goût aussi aux primes de match. Du coup, comment je passe le mondial dans ma chambre? Quand tu tapes Aurélien Chedjou sur Google, tu sais ce que je trouve. Je sais. Je sais. Salut my goalers. Ouais, c'est vrai, je débarque en plein milieu de la vidéo, mais c'est juste pour vous dire que Call Interview se lance tout seul avec sa propre chaîne, sa page Facebook, son show Snap et le compte Instagram. Donc, si vous voulez nous suivre, je vous mets tout ça en commentaire. C'est bon, je m'en vais, je vous laisse kiffer le reste de la vidéo. Ciao. Bon, Aurélien Chedjou, comment ça va? Ça va très bien, mon ami, ça va très bien. On a des choses à se dire. J'ai des questions pour toi parce qu'il y a des zones qui sont un peu floues et il faut que tu m'éclaires. D'accord? Tu es à Lille. En 2007, on va parler un peu des autres. Pas beaucoup, mais on va parler un peu des autres. Il y a Eden Hazard qui rentre dans le groupe. Ouais. Eden Hazard, dans un vestiaire, c'est quoi? Eden est sûr de ses qualités. OK? Ouais. Il est très sûr de ses qualités. C'est ça qui fait sa force. Pour parler de la situation du Real Madrid, moi, je mettrais ça sur le coup de la malchance. Quand il était à Lille, c'est vrai qu'il y a des périodes où le mec il nous disait franchement, j'ai pas envie aujourd'hui, je vais juste m'amuser. C'est là que tu vois le meilleur Eden. C'est un mec que quand tu mets dans une boîte, tu n'as pas le meilleur Hazard. Il faut le laisser s'exprimer, il faut le laisser vivre comme il veut. Malheureusement pour lui ou pour le football, il y a ce côté exigeant, il y a ce côté professionnel de tous les jours. Au Real Madrid, tu n'es pas à Lille. Ça, il faut se le dire. À Lille, ça peut passer. Mais connaissant le bonhomme, je suis sûr qu'il a compris les codes du métier. Ouais. Maintenant, les blessures qu'il a, ce n'est pas parce qu'il ne mange pas bien, ce n'est pas parce qu'il ne s'entraîne pas comme il faut. Je suis certain. Je suis toujours en contact avec lui, tu vois. Il n'a pas changé d'un pouce, dans le sens où il ne se prend pas la tête, mais il sait que là où il est, c'est beaucoup plus exigeant et je sais qu'il fait les efforts. Malheureusement, pour lui, il a un jeu où il prend les coups, où il va passer à côté d'un match, on va lui tomber dessus par rapport au montant du transfert. Mais... La même chose, par exemple, avec des joueurs comme Neymar, pour te dire. Ouais. Il prend des coups, il prend des coups et il loupe des matchs. Ils ne veulent pas se blesser, en fait. Mais pour vous dire la vérité, quand il était à Lille, il faisait moins d'efforts parce que c'était un club familial. Il était sûr de ses forces. Et puis, on l'avait laissé, comme je disais tout à l'heure, on le laissait faire ce qu'il faisait parce que c'est comme ça qu'on voit le meilleur Eden Hazard. Pourquoi est-ce que maintenant, ça part en vrille? On a entendu des choses, on a entendu comme quoi à l'entraînement, il avait énervé. Il me semble que Beria, tu te rappelles, qui avait dit qu'il avait eu des petits accrochages avec Eden Hazard parce que des fois, il allait un peu trop loin dans le chambrage ou ce genre de choses. Tu sais, dans le vestiaire, est-ce que quand tu me dis aujourd'hui, j'ai pas envie, les gars, je vais m'amuser, est-ce qu'il y avait quand même une pointe d'arrogance ou de moquerie qui n'était pas appréciée par le reste du vestiaire? Arrogance, c'est pas un mec arrogant. Ça, je peux te le rassurer. Et je ne lui lèche pas des bottes quand je dis ça. Vous pouvez demander à Rio, à n'importe qui. Arrogant, il n'est pas arrogant. Quand je dis qu'il n'est pas arrogant, c'est parce que c'est un mec qui va prendre… Jusqu'aujourd'hui, il prend de mes nouvelles, tu vois. Il n'est pas obligé, tu vois. Il parle de tout et de rien. Il te parle comme toi et moi, on parle là, tu vois. Il ne se met pas le Eden Hazard du Real Madrid. Non. Okay. Maintenant, c'est vrai que des fois, ça, c'est avec nous. Nous, on sait comment il est. Mais avec ceux qui s'entendent le moins ou avec ceux avec qui il a le moins d'affinité, il ne savait pas quand il fallait s'arrêter. D'où le petit accrochage avec, par exemple, Franck Beria. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être à Madrid, le fait qu'on l'ait acheté 100 millions d'euros et qu'on lui dise tout de suite, tu vas être comme ça, comme ça, comme ça, il ne s'exprime pas. D'ailleurs, quand il va en sélection, il fait des bons matchs. Parce qu'en sélection, je pense qu'on le connaît mieux. Parce qu'il est du pays, on sait que c'est comme ça qu'il est. Il y a des matchs où Eden finissait et après on se retrouvait au fast-food, par exemple. Et le match qui suivait, il arrive au chauffement, par exemple, il ne va pas lasser les chaussures. Eden, qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète. Donne-moi la balle, tu vas voir. Et là, tu vois le grand Eden. Et c'est le coach Rudy Garcia qui a bien compris ça. Parce que dans le management, Eden, lui, il avait avec nous, pas qu'il avait des passes droits, mais on le manageait différemment. Même nous, joueurs, on le manageait différemment parce que c'est un mec qui… il marche à la confiance. Quand vous le mettez bien, il vous met bien, comme il dit. Sur le terrain, il fait tout. Il fait tout ce qu'il peut faire, quoi, tu vois. Je me rappelle, par exemple, quand on va à Marseille, le but qui marque du pied gauche. Ouais. Tu te souviens? Ouais, la frappe de loin, là. Le bus, il gare. Et tu sais, les Marseillais, comme ils aiment chambrer, tu vois, dans la bonne humeur. Et le bus, il gare et tout. Et tu sais, les footballeurs, souvent, on met les écouteurs et tout. Souvent, on n'a pas la musique. Hein. Ouais. On écoute tout ce qui se dit. Et là, on descend du bus, chacun prend son sac. Et là, tu entends un supporter marseillais. Oh, le Belge, tu viens chez nous l'année prochaine.
Et Eden lui dit, les gars, ils sont en train de me saucer là. T'as capté ou pas? Vous descendez tous, mais on n'appelle que moi. Et là, il s'est retourné, il fait ça. Et là, le Marseillais lui fait, va te faire, tu vois? Ok. Et là, on était mort de rire. On était mort de rire et tout. On lui dit, hey, tu croyais qu'ils voulaient que tu viennes chez eux et tout, machin. Après, il arrive au VCD. Tu vois ce qu'il a dit là, le mec? Je dis, ouais, regarde ce que je vais faire sur le terrain. Rien que pour lui, regarde ce que je vais faire. Ça, c'est Eden. Il a besoin d'être free, d'être libre, d'être, tu vois, d'être lui-même pour pouvoir s'exprimer. L'autre petite question que j'avais sur les mecs de Lille, c'est Adil Rami. Mais dis-moi, toi qui étais son coéquipier, Adil Rami, c'est quoi ses plus grosses conneries à Lille? Adil, par exemple, tu vas finir une séance d'entraînement, tu cherches les clés de voiture, tu ne vois pas. Il a pris ta clé, il met dans ta chaussure, il sort carrément du vestiaire, il va cacher dans les bois, en fait. Il faisait des trucs, mais même le coach, des fois, il disait, mais Adil, arrête un peu, arrête. Mais lui, il ne savait pas s'arrêter. Toujours dans la bonne humeur, tu vois. C'est un mec, tu t'ennuies pas avec lui. C'est vrai que c'est un bon Quand tu sors de chez toi, tu es énervé. Dès que tu vois Adil, tu as la banane jusque-là. Là. C'est un fou, lui. Il a toujours des blagues, c'est un truc de fou. Du coup, être en concurrence avec un mec comme ça, est-ce qu'on ne sent pas qu'on a un peu de handicap par rapport à lui? C'est-à-dire que les prestations sportives vont peut-être pas suffire parce que si lui, il est au même niveau, voire un petit peu en dessous, son importance dans le groupe fait qu'il va jouer. Est-ce que tu ressens ça? Bien sûr. Ce côté proche de tout le monde fait en sorte que toi, en concurrence avec lui, tu sais quand même que tu pars de loin. Après, c'est vrai que moi, je ne me sentais pas vraiment en concurrence avec lui parce que lui, il a intégré le groupe pro avant moi. Moi, j'étais plutôt, j'ai intégré le groupe. Ma deuxième saison pro, j'ai intégré le groupe et lui, il avait déjà quoi, une quinzaine ou une vingtaine de matchs en pro. Et c'est quand Nicolas Plestin s'est blessé beaucoup plus souvent que j'étais associé avec Adil Rami. Et il y en a un autre qui est important dans ton passage au LOSC. Évidemment, c'est Rudy Garcia. Parce qu'il est beaucoup critiqué en France, on le chahute beaucoup. En quoi il est important pour toi? Quand il signe à Lille, ouais. Je suis en vacances et il appelle les joueurs. Bonjour, machin, ravi de travailler avec vous, je suis compte sur vous. Donc, quand il m'appelle, moi, je lui dis directement, coach, je suis arrivé à Dijon, vous n'avez pas voulu de moi. Là, si vous ne voulez pas de moi, on peut commencer maintenant, je dis à mon agent, pour trouver un prêt ou un transfert. Il dit non, c'est hors de question, je compte sur toi. Je lui fais, mais vous voulez de moi, comment expliquez-moi. Non, je veux que tu entres dans la rotation. Je te garantis pas titulaire parce que personne n'est titulaire. En plus, tu n'as même pas encore 30 matchs en Ligue 1. Viens, tu me montres ce que je sais de toi et puis tu auras des minutes à jouer. Donc, quand j'arrive, on parle encore les yeux dans les yeux. Il me dit, Aurélien, je veux que tu sois dans mon groupe. Et je bondis dessus et je lui dis, coach, voilà, si vous avez besoin de moi, montrez-moi que vous avez besoin de moi. Et là, il est allé voir les dirigeants en disant qu'il fallait qu'on me prolonge mon contrat. Tu vois? Et là, un mec comme ça, tu as envie de mourir pour lui sur le terrain. Et quand je prolonge mon contrat, il me rappelle. Il me dit, hey, le tout, c'est pas de prolonger le contrat avec l'argent qu'il y a au-dessus. Maintenant, il va falloir que tu joues. Il faut que tu me montres ce que tu sais faire sur le terrain. Moi, je te veux en défense centrale pour ressortir le ballon. Je ne veux pas dégager pour dégager. Si on peut jouer, on joue. Et toi, tu as cette capacité-là. Je compte sur toi pour le faire. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, je ne voulais pas jouer défenseur central. Et là, il m'a dit, tu préfères jouer milieu de terrain remplaçant ou défenseur central titulaire. Et là, tout de suite, le choix, il était fait. Hein. Je peux te dire, le choix, il était fait, tu vois. Le choix, il était fait. Et le message, il est passé très rapidement, tu vois. Ouais. Donc, du coup, petit à petit, quand Nico, il se blessait ou quand il était suspendu, j'entrais dans le groupe. Et souvent, quand Nico, il revenait, moi, je jouais, il était sur le banc. Donc, j'ai compris que je ne jouais plus parce qu'il se blessait, mais parce que je donnais satisfaction. Donc, du coup, le coach Rudy, pour moi, jamais, c'est… même quand je le rencontre, l'année où j'ai joué contre Lyon, quand il était à Lyon, avec Amiens, après on s'est rencontrés dans le vestiaire et on a parlé de nos années passées. C'est vraiment quelqu'un qui m'a donné confiance, qui m'a dit lâche-toi. Si tu dois faire un crochet parce que le jeu demande que tu fasses le crochet en tant que défenseur, fais-le. Moi, je prends sur moi. Mais ne me fais pas le crochet juste pour amuser la galerie. Et à partir de là, moi, je me vois plus comme défenseur, en fait. Je me voyais comme un joueur de foot, comme un milieu de terrain, même si j'étais reculé. Moi, c'est comme ça que je me voyais. Ce qui fait que quand je prenais le ballon, il y avait des risques. Souvent, j'abusais, j'avoue. Et je ressortais les ballons comme il voulait. Et c'est comme ça que j'ai appris à être à l'aise avec le ballon, même si je suis défenseur. C'est grâce à ce monsieur, en fait. Et même jusqu'à aujourd'hui, tu vois, des anniversaires, il m'envoie des messages, il me demande souvent des nouvelles de la famille. Et moi, je fais pareil. Donc, c'est au-delà du football. C'est vraiment quelqu'un de bien. Quand vous gagnez le titre en 2011, vous faites le titre. Quand tu commences la saison,
Est-ce que tu sens qu'il y a un truc particulier dans l'air? Est-ce que tu sens qu'il y a un truc qui te dit, cette année, on peut faire quelque chose de grand, cette année, on peut réussir quelque chose? Est-ce que tu sens ça en début de saison? Je dirais pas qu'il y a des signaux, mais je me rappelle un match au Portugal. On joue au Portugal, on dort sur place et on prend l'avion le lendemain pour Lille. Et à l'aéroport, Johan, il m'appelle, Cabaye, et il me dit, Aurel, est-ce que tu sens que l'équipe est en train de prendre une autre tournure? Je lui fais, mais comment ça? Il me dit, je sens que si on fait bien les choses, il y a quelque chose qui nous attend en fin de saison. Je lui fais, mais arrête, tu parles pas de Ligue des champions là. Il me dit, je te jure, si on est sérieux, si on continue comment on joue, sans pression, mais en s'amusant, en jouant les uns pour les autres, on peut le faire. Je lui dis, mais yo, tu te rends compte de ce que tu dis? Parce qu'il y a Lyon, il y a Marseille. Je te rappelle qu'on veut jouer la Champions League. Il me dit, ouais, mais je sens qu'on peut le faire. Et là, c'est un message qu'il m'envoie à moi. Je me dis, il a parlé avec d'autres, parce qu'à l'époque, c'est déjà un cadre. C'est un cadre du vestiaire, tu vois. Et on fait une réunion, et là, on se dit, mais mec, il y a quelque chose à aller chercher, mais on va garder pour nous. Là, le championnat il est déjà bien avancé. Hein. On va le garder pour nous. On ne dit rien aux médias, parce que ce serait se mettre une pression supplémentaire. Et là, dans nos têtes, chaque fois qu'on joue, on se dit, on va jouer comme le week-end dernier. Et bizarrement, les bons résultats suivent. Tu vois, tu prends goût aux victoires, tu prends goût aussi aux primes de match. Tu vois, ah ouais, très important ça. Tu vois, et donc, on continue. Et je pense qu'on se rend vraiment compte que rien ne peut nous arrêter quand Rio il marque à Saint-Étienne. Ouais. Même aux entraînements, il ne marquait pas. Et là, quand il frappe, ça passe dans une forêt de jambes. Et puis, le but, je crois que c'est le but du 2-1. Ouais. Et là, quand on arrive au vestiaire à la fin du match, on se dit, si ce monsieur, il a marqué, c'est que rien ne peut nous arriver, tu vois. Mais pour répondre à ta question en début de saison, non, nous, on voulait juste se qualifier pour la Champions League parce qu'on l'avait loupé la saison d'avant. Ouais. Et petit à petit, en ayant avec le goût de la victoire qui s'enchaînait, ben, écoute, on est devenu champion. Il y a le titre de champion, mais on sent un petit peu, après le titre de champion, que c'est la fin d'une ère un peu. Tu sais que c'est la fin d'un Ouais. cycle. Ouais. Nous, c'est ce qu'on ressent de l'extérieur. Mais finalement, tu pars en 2013. On parle d'Aurélien Chedjou, patron de Lille, qui joue pour la Ligue des Champions tous les ans, qui est patron de la défense et qui a gagné une exposition, notamment grâce au titre, en devenant important. Est-ce qu'il y a d'autres offres? Et est-ce qu'il y a des envies d'autres choses avant de signer à Galatasaray? Oui, il y a d'autres offres, il y a d'autres offres, il y a d'autres envies. Il y a des clubs anglais qui sont venus, il y a des clubs français aussi, et deux clubs allemands. Au début, bon, ça c'est pendant la saison que les offres arrivent, tu vois. Mais tout de suite, je me dis, j'ai même pas envie de regarder parce que je veux bien finir avec Lille avant de me pencher dessus. C'est qui? De qui on parle? De qui on parle à l'époque? D'Everton. Ouais. Il y a Arsène Wenger qui avait appelé aussi mes agents, juste pour Ouais. tâter le terrain. Ouais. Il y avait Reading. Ouais. Ouais, il y avait Tottenham aussi. Ah, Ouais. Et en Allemagne, il y avait Wolfsburg. ah ouais. Et donc, en France aussi, il y avait Marseille. Et Marseille, ça t'a pas dit? Mais non, parce que je suis tellement attaché à Lille que je ne me voyais pas aller jouer à Marseille, un concurrent pour le titre encore une fois. Et puis, non, je me disais qu'il fallait que je sorte du pays, en fait. Ouais. Tu Ouais. vois? Je comprends. Donc, et là, Galatasaray entre dans la danse. Ils avaient déjà tâté le terrain avant. Et pendant ce mois de blessure, les mecs, ils m'appellent tous les 3 jours. Comment tu récupères? Comment ça se passe? Tu sais qu'il faut manger comme ça. Tu sais qu'il faut dormir comme ça. Tu sais, les ischios, le docteur, il m'appelle et tout, machin. Et là, forcément, c'est comme quand tu dragues une femme, en fait. Quand tu la dragues, elle s'attache, plus tu appelles et plus, tu vois. Et donc, je me dis, mais mince, les mecs, ils ne me connaissent pas, ils sont juste en train de me draguer et puis ils prennent de mes nouvelles comme ça. C'est vrai que c'est parce qu'ils me veulent. Mais ça montre quand même l'attitude du club, tu vois. Et donc, un jour, ils se déplacent, ils viennent avec mes agents et tout, on parle, voilà, on aimerait que tu viennes chez nous, voilà, on t'a vu, ils me font un montage vidéo et tout. Et là, je sentais vraiment que ça devient sérieux, tu vois. Et je fais part, pardon, de mes appréhensions au directeur sportif de l'époque. Il me dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je dis non. Il me dit, quand la saison finit, tu viens à Istanbul, tu vois la ville et puis c'est pas ce que vous voyez à la télévision, en fait. Istanbul, tu vas bien t'amuser. Il y a rien à Istanbul que tout ce qu'on peut
certains médias peuvent dire c'est pas comme ça. Je dis à mes agents, OK, d'accord, il n'y a pas de souci. On ne perd rien, allez regarder, tu vois. Et entre-temps, je crois en avril, ils nous font une proposition, tout ça, bien, et je regarde et tout. Je ne vais pas te mentir que financièrement, c'était top. Tu vois, je te dis la vérité, je ne vais pas faire la langue de bois. Financièrement aussi, tu vois. Et ils me montrent le contrat et tout, machin. Et là, je commence à rêver. Je me dis, mais tiens, Galatasaray, il joue la Champions League. Comme tu as dit tout à l'heure, il joue la Champions League chaque année. Quand il joue, c'est pour gagner un titre. Tiens, allons regarder la ville pour voir ce que ça donne. Ouais. Et j'ai fait le voyage avec mes agents. On a regardé Istanbul et tous les préjugés que j'avais, tout de suite, sont partis, tu vois. Ouais. Je me suis dit, c'est Galatasaray, quoi. C'est comme ça que Ouais. j'ai fait mon choix. À Galatasaray, il y a du beau monde. À Galatasaray, Ouais. tu croises la route de Didier Drogba, tu croises la route Wesley de Schneider, Wesley Schneider, de Podolski. Est-ce que tu es choqué par ce que tu clairement. vois ou pas? Je suis surtout choqué par le niveau d'ambition et le niveau de sérieux dans le vestiaire. Et je te dis pas, ils veulent pas gagner dimanche. Hein. C'est la première séance d'entraînement. C'est tout de suite, en fait, tu vois. Le mec, quand il perd le petit jeu aux entraînements, il est là, quoi, tu vois. Ça te Ouais. montre tout de suite le niveau d'exigence. Et toi, on t'a payé 8 millions d'euros, on t'a acheté à 8 millions d'euros, il faut que tu sois au niveau. Ça te montre tout de suite où est-ce que tu as atterri, tu vois. Ouais. Ça met des coups pour sa place, ça tacle, ça saute, ça crie comme pendant les matchs. Et tout de suite, là, je me dis, ah ouais, en fait, j'étais à Lille, mais ici, c'est un autre niveau. Et puis, il faut savoir que Galatasaray, c'est le club le plus populaire de la Turquie. Ouais. Et là, je ne pouvais plus marcher dans la rue, quoi. Je me suis amusé un jour, je venais d'arriver. Un mois après, je vais faire mes courses. Frère, il n'y avait pas moyen. Hein. C'est des photos, c'est des. Ouais, j'ai laissé les courses, j'ai pris ma voiture, je suis rentré. Je t'assure, mais c'était un truc de fou, tu vois. La fin, c'est comment à Galatasaray? Parce qu'on te voit enchaîner les. On voit que tu fais, si je dis pas de bêtises, tu fais 3 ans, 4 ans? 4 ans. Tu fais 4 ans. Tu fais tes saisons. On sent quand même que dans les stats, ça descend progressivement en termes de matchs joués en championnat, etc. Est-ce que c'est des blessures? Est-ce que c'est autre chose, un niveau de performance que tu as pu? Comment ça se passe la fin? Sur la fin, j'aime moins jouer parce que j'étais en fin de contrat et c'était l'un des plus gros salaires. Et puis, il y a un coach nommé Tudor qui est arrivé et qui jouait en 3-5-2. Et moi, il me mettait défenseur central, axe droit. Ça veut dire qu'il fallait quasiment jouer comme un latéral droit. Sauf que ce n'est pas mon truc. J'ai commencé à moins jouer parce que je suis allé le voir. Je lui ai dit, je ne peux pas jouer à ce poste. Soit tu me mets dans l'axe des trois, soit tu me mets sur le banc. Et puis, lors d'une séance d'entraînement, à la fin, il rassemble tout le monde. Et là, il me casse du sucre sur le dos. Ouais, tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu viens me dire? Si je te dis de jouer là, tu dois jouer là, machin truc et tout. Je suis coach. Moi, je ne veux pas pénaliser le club. Je ne veux pas pénaliser mes coéquipiers. Je sens que je ne peux pas. Je ne peux pas à ce poste, je ne peux pas. Tu vois? Donc, au lieu que tu me mettes là, mets quelqu'un d'autre qui va peut-être performer. Tu vois? Mais moi, je ne peux pas. Et donc, on s'est chamaillé et tout ça. J'étais en fin de contrat. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Başakşehir. Bon, il faut que tu m'éclaires sur la sélection, d'accord? Parce que ouais. j'ai parlé du Cameroun avec Alex Song, que tu connais bien. Ouais, très, très bien. C'est Très mon bon gars, gars lui. Déjà, il m'a dit le foot, c'est pas le monde des bisounours. Mais il m'a aussi dit la sélection au Cameroun, à ce moment-là, c'était particulier. On entend plein de choses. On entend des Samuel Eto'o qui faisait son équipe. On entend des petits soucis d'ego. On entend plein de choses, d'accord? Et moi, du coup, je me suis dit, bon, j'ai pas eu toutes les réponses que je voulais avec Alex. Je vais regarder un petit peu avec Aurélien, tu vois. Je vais regarder comment ça se passe pour Aurélien. Je tape Aurélien Chedjou. Je te promets, je te mens pas. Quand tu tapes Aurélien Chedjou sur Google, tu sais ce que je trouve. Je sais. je sais. Donc, je ne peux pas faire semblant, tu vois. Je ne peux pas faire semblant. Je suis obligé de t'en parler. Je suis obligé On est d'accord. J'ai besoin que tu m'éclaires sur cette histoire. J'ai regardé le palmarès du Cameroun avec la CAN, d'accord? Je vois, il y a CAN en 84, 88, 2000, 2002, 2017. 2017, Aurélien Chedjou, c'est sûr, il est là. Je regarde le palmarès d'Aurélien Chedjou, je ne vois pas de CAN en 2017. Je me dis, il faut qu'il m'éclaire. Écoute, on est arrivé, moi j'arrive en 2008 ou 2009, je ne sais plus. 2009. Ouais, déjà, moi étant hors de la sélection, tout de suite, on entend un peu à gauche, à droite. Il y en a qui font l'équipe, il y en a qui ça, il y en a qui font des problèmes entre eux. Et moi, quand j'arrive, je vois que des grands frères, Jérémy, Rigo Besson, Samuel, Carlos,
Bref, toute cette génération dorée-là. Et je vois comment les mecs, ils se chambrent, ils parlent bien et tout, machin. Et je me dis, ah, tiens, est-ce que les médias ne font pas que, tu vois? Savoir que chez nous aussi, au Cameroun, il y a des clans qui se forment tout de suite parce qu'on veut mettre un autre, on ne veut pas mettre un tel. Donc, moi, je suis arrivé, j'ai vu un groupe qui vivait bien. Mais au fil des années, il y a eu des tensions. On ne va pas se mentir. Il y a eu des tensions parce qu'il y a eu changement de capitana, par exemple, Ouais. qu'on enlève au vieux Rigobert Song pour donner à Samuel. Donc, à partir de là, je pense que ça fait en sorte que beaucoup d'histoires se suivent, beaucoup de manque de respect à gauche, à droite. Et puis, nous, on était un peu comme les dommages collatéraux. Au Mondial 2010, par exemple, en Afrique du Sud, moi, j'avais du mal parce on avait loué, en fait, un hôtel et tout un palier, c'était l'équipe du Cameroun. Moi, en étant jeune, on était arrivé à un moment où tu te lèves le matin, si on te voit saluer Samuel avant Rigobert ou avant un autre, on s'est dit tout de suite, ah, ils sont en train de comploter quelque chose. Je te sors ces deux noms-là parce que Les c'était deux grosses vraiment figures. voilà, les deux grosses figures. Donc, j'aurais pu te dire les Achille Mana et consorts, tu vois. Mais quand on te voyait un peu proche d'un grand frère, toi en tant que jeune, on se posait tout de suite la question, est-ce qu'ils ne sont pas en train de monter quelque chose et tout? Bon, normal, hein, parce que nous, en venant en sélection, on prend les conseils chez les grands frères, tu vois. Donc, du coup, comment je passe le mondial dans ma chambre? Parce que dès que je finis de manger, je suis obligé de rentrer dans la chambre. Parce que si on te voit avec un tel, ça fait toute une histoire. Et les Ouais. journalistes aussi étaient là, tu vois. Ouais. Donc, pour ma part, ma génération en moi, on s'est perdu dans des combats qu'il ne fallait pas, en fait. Et ce qui fait qu'on n'était pas concentré sur le terrain. Moi, ce que je dis, ça m'engage. Ouais. Quelqu'un d'autre va te donner une autre explication. Tu vois, on s'est perdu dans certains combats qui ne nous regardaient pas du tout. Il fallait qu'on vienne jouer au football et je pense qu'on aurait eu minimum une Coupe d'Afrique et peut-être une finale perdue ou une demi-finale, tu vois. Moi, c'est comme ça que je vois ma génération. Hmm. Après, il s'est passé ce qui s'est passé quand tu me dis tu as tapé sur Google ou quand les Camerounais ont posé la question. Pour répondre à ça, moi, je veux plus faire de polémique. S'il y a vraiment quelqu'un que j'ai vraiment blessé, même dans cette histoire, c'est ma femme. Tu vois? Parce que je ne lui ai pas demandé la permission pour faire l'interview. Et elle s'est trouvée au milieu d'un truc. Elle n'avait demandé rien à personne, tu vois. Maintenant, moi, j'ai envie de passer à autre chose. Et puis, Hmm. j'ai plus envie de revenir dessus pour X ou Y raison. Ok, d'accord. Bon, il y a cette histoire-là. Mais toi, quand tu regardes ta carrière, champion de France, Ouais. champion de Turquie à plusieurs reprises, la Coupe de France, la Coupe de Turquie à plusieurs reprises, 33 sélections, il y a 33 sélections aussi. Est-ce que la sélection, bah, tu te dis quand même 33 sélections, même si c'est honorable, tu te dis il y avait la place pour plus. Est-ce que tu as un petit goût amer quand tu regardes ta carrière en sélection? Forcément, on veut toujours représenter le maximum de fois son pays. On veut que les gens retiennent que du positif de nous, tu vois. Mhm. Parce que, quoi qu'on dise, nous, on a un ego vraiment surdimensionné en tant que footballeur. Et ça fait toujours plaisir que quand tu passes à Douala, Yaoundé ou n'importe où, qu'on te reconnaisse parce que tu as fait un bon travail. Mhm. Aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment d'inachevé parce que quand on écrit les belles lettres du Cameroun, quand on montre les champions d'Afrique, je ne fais pas partie. Est-ce que c'est un regret? Je me dis que l'histoire, elle est écrite, tu vois. Mais comme je disais à l'un de vos confrères dernièrement dans mon bureau ici, je ne changerai pas une Coupe d'Afrique pour les titres que j'ai eus. Ça Mhm. aussi, c'est un truc dont je suis fier parce que plusieurs, sans manquer de respect à qui que ce soit, plusieurs Camerounais, je pense, auraient rêvé avoir les titres que j'ai eus. Maintenant, est-ce que j'aurais aimé être champion d'Afrique? Oui. Est-ce que je changerais ça pour une Coupe d'Afrique, ce que j'ai gagné? Non. Si tout le monde connaît l'Aurélien Chedjou du LOSC notamment, beaucoup ne connaissent pas le Aurélien Chedjou qui débute, qui démarre dans la vie en Afrique, dans sa famille, au Cameroun. Donc, dis-moi un petit peu comment c'était la vie à l'époque là-bas quand tu commences, le niveau de vie, le niveau social, les difficultés que tu peux rencontrer, comment ça se passe? Moi, je viens d'une famille pauvre. Mes parents sont séparés depuis. J'ai vécu avec ma maman. Mais ceci dit, j'ai eu une très bonne éducation parce que ma mère, elle faisait tout pour qu'on n'entre pas dans la délinquance. Donc, on n'avait pas tout, mais on avait le minimum. Donc, je mangeais à ma faim, j'avais des problèmes comme tout gamin en Afrique, tu vois. J'ai commencé le foot avec mes potes au quartier et on jouait inconsciemment. Bref, quand on finissait nos devoirs, on venait et on tapait dans la balle. Et le vrai détachement, c'est quand je vais en Espagne, Ouais, à 15 ans. ouais C'est c'est quand je vais jeune, en hein. Espagne, ouais, le 5 février 2000. Je vais en Espagne à Villarreal. Et là, moi qui ai toujours vécu à Douala, sous le soleil de ma ville, j'arrive en plein hiver.
Bon, c'est vrai que ce n'est pas l'hiver de Lille, mais Ouais. pour un petit Africain qui a toujours connu la chaleur et tout, qui est toujours entouré, j'arrive. Mais c'était incroyable, quoi. C'est Ouais. là vraiment qu'il y a eu un détachement avec la famille. C'était vraiment très, très difficile. Comment tu arrives à traverser ça? Parce qu'au final, 15 ans, c'est vraiment très jeune Ouais. pour quitter sa famille, pour quitter son pays, son continent, même tu quittes ton continent. C'est à quoi tu t'accroches pour pas laisser tomber? Au rêve de devenir footballeur professionnel, chez ma maman, j'avais ma petite chambre où j'avais tous les posters des joueurs que, à l'époque, ma maman, chaque mois, elle m'achetait le 11 mondial. Je ne sais pas si tu te rappelles Ouais, le ouais, je me magazine. rappelle très bien. Voilà. Donc, il y avait des posters et tout. Et chaque fois que je les prenais, je lisais des histoires de joueurs et tout. Et après, je collais les posters un peu partout, tu vois. Et c'est ça qui m'a permis de rêver, de me dire, tiens, je vais y arriver. Je veux y arriver. Il faut que je le fasse. Donc, Mais avec Villarreal, je tiens à dire que ça s'est bien passé. Ils sont bien comportés avec moi. Et puis, hmm, super. Ouais, pour que tu tiennes autant à dire que Villarreal, ça s'est bien passé, c'est qu'après, il y a eu des galères. bien Pau, sûr. Pau et Rouen. Dis-moi, Pau, ça se passe comment? Donc, quand j'arrive à Pau, on m'explique le projet. Je me dis, maintenant, je suis arrivé où là? Pour jouer en national, je n'ai pas envie de jouer en national. Parce que mon objectif, ce n'est pas de devenir un joueur du national. Après, à l'époque, j'ai 18 ans et le coach, il me dit textuellement comme ça, tu as de qualité, tu as de très bonnes qualités, mais je préfère des gens qui ont de l'expérience, tu ne joueras pas. Donc, chaque jour, je m'entraînais avec l'équipe première, mais j'allais jouer le week-end avec la DH. Et là, je me dis, mais c'est pas du tout ce à quoi je rêvais, en fait, moi, tu vois. C'est pas du tout ce à quoi je rêvais. Moi, je rêvais d'être professionnel, comme on voit à la télévision, comme tout le monde. Et j'avais un salaire de 200 euros brut. Oh, Et j'ai craqué, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, écoute, maman, si c'est rester à Pau et ne pas embrasser la carrière que je veux embrasser, je préfère rentrer. Autant mieux rentrer en Afrique et t'aider dans des tâches ménagères et tout ça. Elle m'a dit, écoute, moi, je sais combien tu aimes le foot, je sais que c'est ta passion, mais est-ce que tu as le sentiment d'avoir tout fait? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir tout donné? Pose-toi les questions et si c'est vraiment le cas, tu rentres. Donc là, je me suis mis, pas une pression, je me suis vraiment mis en cause. Et là, j'ai commencé à ruminer. Comme je disais, ma carrière, c'est beaucoup de hasard, non, de rencontres. hmm, Parce qu'à Pau, je connais un coéquipier dont son père est entraîneur de la CFA à Auxerre. ouais. Et lui, là, Johnny, il avait 29 ans. Il me dit, mais en fait, tu n'as rien à faire ici. Tu joueras jamais. Tu es jeune, tu ne joueras pas. Et donc, Johnny il me dit si tu veux, je peux en parler à mon papa et tu vas faire les essais à Auxerre. Je lui ai dit, ouais, pourquoi pas. Donc, c'est comme ça qu'en fin de saison, je vais faire les essais à Auxerre. Et à Auxerre, la vie, elle change complètement? C'est mieux. C'est mieux parce qu'à Auxerre, on me donne un salaire qui me donne la possibilité d'avoir mon propre appartement en Mhm, location, de pouvoir payer les cours pour mon permis mhm. et de pouvoir envoyer quand même un peu d'argent à ma maman. Il y a la GIA, il y a Rouen après, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que la vie, elle continue comme ça de s'améliorer ou est-ce qu'encore, petit à petit, tu connais des galères et tu as l'impression de ne pas t'en sortir? Je me mettais dans la tête que je suis déjà un privilégié, juste le fait d'être en Europe. Mhm, Tu vois, mhm. combien de talents en Afrique n'y arrivent pas simplement parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un qui, à un moment donné, va croire en lui. Moi, ça m'a permis aussi de me forger en tant qu'homme, de me dire que tout n'est pas toujours rose. Mhm. Surtout à Rouen, parce que quand j'arrive à Rouen, à l'époque, je ne suis pas encore naturalisé, tu vois. J'ai un titre de séjour et il me faut un contrat amateur. Mhm. Sauf que pour trouver un appartement avec un contrat amateur, c'est mort. Je ne suis pas français. Mhm. Je n'avais qu'un récépissé en plus à l'époque, de 3 mois, Oh là. pour être dans le territoire, tu vois. Et j'ai vécu 6 mois dans un hôtel. Je galère pour trouver un appartement. Je vis comme tout le monde, tranquille. Et du jour au lendemain, c'est la banque qui m'appelle en me disant que mon compte, il est à moins, tu vois. Oh Et là je me là. dis, mais mince, c'est quoi le truc en fait? Je suis vraiment au fond du trou parce que, je ne joue pas avec l'équipe première qui était en CFA à l'époque. Je ne joue pas du tout parce que le coach, il me met milieu droit. Milieu droit, ce n'est pas pour moi. Je me Ouais. fais insulter par tous les supporters parce que, vous savez, quand vous venez d'Auxerre ou d'un club pro pour un club comme Rouen à l'époque qui n'était pas en deuxième division maintenant, on attend beaucoup plus de vous parce que vous sortez d'un centre de formation professionnel. Donc, je me dis, mais je ne vais pas y arriver en fait. Quand je finis ma première saison à Auxerre, le coach Plan, qui est à Nîmes maintenant, je crois, il était à Lille à l'époque. Donc, on a joué contre Lille 2 fois par saison normale. Auxerre-Lille et Lille-Auxerre en CFA. Ouais. Et donc, il s'avère que j'ai tapé dans l'œil de ce monsieur, de Pascal Plan. Et donc, je me rappelle que ce monsieur, en fait,
Il m'a toujours kiffé. Il m'avait dit de venir à Lille à l'époque. J'avais décliné parce que à l'époque, déjà, ma première saison à Auxerre, je m'entraînais déjà avec les pros. Je me disais, ça va passer. Alors que lui, il était en CFA. Il m'avait dit de venir. Je me souviens que j'avais gardé son numéro. Je lui ai envoyé un message. Je fais, coach, c'est Aurélien Chedjou, est-ce que vous allez bien? Je lui ai envoyé un message comme ça. Mais en fait, pour moi, je savais où je voulais en venir. Il était toujours à Lille. Et donc, 2 jours après, il me répond. Il me dit, ah tiens Aurélien, comment tu vas? Ça fait longtemps, je n'ai pas eu de tes nouvelles. Et il me dit, mais je vois plus ton nom avec Rouen. Qu'est-ce qui se passe? Tu joues pas? Je fais, écoutez, coach, je suis à Rouen, c'est la galère et tout. Il me dit, tu as quel contrat à Rouen? Je lui fais, j'ai un contrat amateur. J'ai juste signé une convention et tout. Il me dit, t'es sûr? J'ai dit, bah oui, sûr, à 200%. Il me dit, bah, écoute, c'est que tu vas faire si tu veux toujours travailler avec moi, parce que moi, je veux travailler avec toi. En décembre, tu envoies une lettre recommandée avec accusé de réception au club, disant que tu veux résilier ton contrat avec eux. Et là, ils n'ont pas le choix. Le 1er janvier, tu es libre. Et donc, après, le reste, c'est tout ce qu'on sait. C'est incroyable. C'est comme ça que je me retrouve à Lille. Et puis, en plus, quand je me retrouve à Lille, mais je suis à la ramasse physiquement, quoi. Quand on commence les entraînements, Adil Rami, il est à fond. Jérémy Tarabel, tous, ils sont déjà là, tu vois. Je suis arrivé, ils m'ont bien accueilli et tout ça. Le coach, il m'a mis bien aussi. Et les choses sont vraiment parties à une vitesse quand j'arrive à Lille parce que j'arrive en janvier. Et en mars, fin mars, je m'entraîne déjà avec les pros. Quand j'ai signé professionnel, pour moi, c'était déjà le… Ouais, tu vois? t'es arrivé quelque part. Ouais. Exactement. Ouais. Et quand j'ai appelé ma maman pour lui dire, elle était en larmes, quoi, tu vois? Elle était en larmes. Elle est complètement dingue, cette histoire, parce qu'en réalité, tu sais, quand on voit un joueur de foot, on ne réfléchit pas à tout ça. Tu sais, les gens, quand ils parlent de ils sont trop payés, ils n'ont pas forcément des bases d'éducation, où ils font des choix d'argent, où ils font… Ouais. On dit plein de choses sur les footballeurs, tu vois. Et quand tu entends une histoire comme ça, n'importe quel mec qui arrive à percer après tout ça, il va vouloir mettre sa famille à l'abri, il va vouloir se mettre à l'abri, il va vouloir… C'est pour ça que moi, je critique jamais. Chacun son histoire, tu vois. Demain, si je suis directeur sportif ou, je sais pas moi, team manager n'importe où, un mec, africain ou européen, là, on parle parce que je suis africain, s'il me dit je m'en vais au Qatar ou n'importe où pour l'argent, il met sa famille à l'abri, comme tu disais tout à l'heure, tu vois. Ouais. Ça se discute, chacun peut donner son avis, mais ça se respecte. Aurélien, on termine sur 5 questions de fans que j'ai sélectionnées pour toi. La meilleure ambiance que tu as connue. Alors attention, parce que je pense que c'est un fan marseillais qui pose la question, d'accord? Il te demande, est-ce que c'est quand tu es venu avec Lille au Vélodrome ou est-ce que tu l'as connu en Turquie, notamment à Galatasaray? Galatasaray, sans hésitation. D'accord. Ton plus grand regret dans le football, qu'est-ce que c'est? Non, je n'ai pas de regret. Ce qui s'est passé, c'est passé. Je me suis toujours donné à fond, je n'ai pas de regret. Ta plus grande fierté, alors? Alors, ma plus grande fierté, c'est d'avoir construit une maison à ma maman, d'avoir fondé ma famille aujourd'hui. Tu l'as fait construire quand la maison pour ta maman, sans indiscrétion? Avec mes premiers salaires, c'est là que j'ai construit la maison de ma mère. C'était en 2012. D'accord. C'était au Cameroun qu'elle a été construite? Au Cameroun, ouais. J'ai construit la sienne même avant de construire la mienne, tu vois. Oh, le bon fils. Ouais. Ah, le bon fils. Ton idole dans le foot? Zinedine Zidane. Ah, il n'a pas hésité. Non, je n'ai pas hésité parce que j'ai grandi avec la génération 98. Et ce mec, franchement, c'est… je te jure, quand on a joué contre le Real Madrid, Real Madrid Galatasaray en Champions League, ils nous ont gagné, je crois, c'était 3-0 à Madrid. Tu sais, le couloir pour monter dans les vestiaires, on était déçus. Hein. Et le mec, gentleman, tu sais, il y a 2 couloirs. Il s'est mis du côté de Galatasaray. Et moi, je suis passé, il m'a serré la main. Frère, je peux te dire, c'est juste que j'avais la sueur sur moi. Je ne voulais pas me laver. Et là, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, hey, Zidane, il m'a serré la main. J'ai appelé mes potes. Zidane, il m'a serré la main. C'est vrai qu'elle était coach et tout, tu vois. Et là, quand il m'a serré la main à Madrid, c'était… Laisse tomber. Bon, comment ça se passe ton niveau en ce moment? Ben, écoute, je suis au Cameroun, je profite de ma famille, je profite de ma femme, je profite de mon entourage, des amis, je regarde un peu mes investissements. Je suis basé au Cameroun, en fait, quoi. Je viendrai en Europe pratiquement tous les 2 mois. Je fais une formation avec l'UEFA. C'est quoi comme formation? MIP, Master for International Player. Donc, c'est pour sortir soit coach, ce que tu veux, soit coach, soit team manager, directeur sportif, directeur général, des trucs comme ça. Donc, il y a un futur dans le foot quand même. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, je l'espère. J'espère que j'aurai le diplôme et que je pourrai être pris quelque part parce que c'est l'objectif. Aurélien, merci pour tout. Hein. Merci à toi, Colin, pour tout ce que tu fais. Franchement, ton programme, il est top. On passe un bon moment. Tu sais, il y a des interviews où on se reste souvent et tout, machin, tu sais.
Ouais. Mais là, franchement, j'ai regardé plusieurs fois. Tu as fait avec Gaël aussi, je pense. Ouais, j'ai Gaël regardé, Clichy, c'était top. Ouais. Non, c'est bien. C'est bien. C'est gentil, merci beaucoup. Non, il n'y a pas de quoi. Bah, merci en tout cas pour ton temps, merci pour les anecdotes, parce que là, tu m'as régalé. Il y a de quoi faire. Entre les tiennes, celles des coéquipiers, tu m'as régalé. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment avec Aurélien Chedjou. On continue les call interviews chaque semaine avec des invités, du foot en folie, des anecdotes en folie, parce que c'est tout ce qu'on aime. Donc, continuez de regarder le foot, continuez de kiffer et prenez soin de vous. Ciao.